Ses propres habitants appellent parfois Bombay le New York indien. La comparaison est un peu facile mais pas déplacée. Capitale financière, métropoles économiques, ville de tous les superlatifs, l'une et l'autre occupent dans leur pays une place un peu décalée. Opulente à l'échelle locale, Bombay incarne en Inde un sentiment de supériorité ou tout au moins d'avance, parfois presque insolent. Cette année, plus que jamais, les indicateurs économiques nationaux lui donnent toutes les raisons d'être euphorique. Parmi eux, une croissance de 7%, l'une des plus élevées du monde avec la Chine. Le grand avantage de l'Inde, c'est que cette croissance est une croissance dans différents domaines. Même l'agriculture se porte très bien grâce à une bonne saison des pluies. Les services et l'industrie de leur côté se portent extrêmement bien. L'ambiance générale est très positive en Inde. C'est peu dire que l'économie indienne s'est transformée dans la dernière décennie. L'image d'une industrie vieillotte fondée sur l'exploitation massive d'une main-d'œuvre sous-qualifiée, voire enfantine, n'est certes pas dépourvue de fondement. Globalement, pourtant, c'est un tout autre pays qui émerge, presque brutalement. Même des secteurs traditionnels comme la métallurgie ou le textile deviennent méconnaissables. Leurs normes de production n'ont plus grand-chose à envier à leurs concurrents occidentaux. Ils ne sont plus de simples sous-traitants. Symbole depuis près d'un siècle du textile indien, le groupe Raymond ne se contente plus de fabriquer des chemises à la tonne. Il exporte son prêt-à-porter dans une cinquantaine de pays et le commercialise en partie lui-même à travers plus d'une centaine de boutiques franchisées dans le monde. Je pense que l'Inde s'est trouvé une place sur le marché mondial. C'est plus un pays du tiers-monde, c'est devenu une force qu'il faut reconnaître, il faut faire avec. Mais plus que l'industrie classique, ce sont aujourd'hui les hautes technologies et les services qui alimentent le nouveau souffle du dynamisme indien. Entreprise familiale devenue empire industriel, le groupe Tata englobe à peu près toutes les productions imaginables, du téléphone à l'automobile en passant désormais bien sûr par l'informatique. Le développement de logiciels est devenu l'une de ses principales activités. On a un grand nombre de personnes qualifiées, professionnelles. Ces gens-là peuvent travailler en Inde et y créer des systèmes à un rythme plus rapide. D'abord parce qu'ils sont nombreux et ensuite parce qu'ils sont hautement qualifiés. Donc, notre premier avantage, c'est de pouvoir réaliser des choses plus vite et le second, c'est le coût. Il est beaucoup plus bas. Bon marché et hautement qualifié, c'est le paradoxe clé qui assure aujourd'hui le décollage indien. Cette autre filiale du groupe Tata s'est spécialisée dans le e-learning, l'apprentissage à distance par le réseau Internet. L'Inde fourmille de ce type de service, marché essentiellement occidental. Ici, on développe un programme d'enseignement pour les enfants surdoués. Maintenant, nous commençons à nous orienter vers l'Europe et prochainement, ce sera le marché asiatique. Mais principalement, nos marchés sont les États-Unis et l'Angleterre, un peu l'Australie. À l'inverse d'autres régions du tiers-monde, l'Inde a depuis son indépendance beaucoup investi dans l'éducation. Pendant longtemps, cela lui a surtout coûté cher. Aujourd'hui, elle en tire les bénéfices. Le grand avantage que nous avons, c'est un potentiel de gens très éduqués. Beaucoup d'entre eux arrivent aujourd'hui sur le marché du travail. La vraie révolution en Inde, ces 30 dernières années, c'est l'attention accordée à l'enseignement supérieur. Et c'est là le secret et la raison principale de la croissance actuelle. Traduction enfin concrète de cette croissance, une augmentation sensible du revenu national, notion bien sûr fort ambiguë. Une classe moyenne émerge accédant souvent à un niveau de consommation comparable à l'Occident. La pauvreté parallèlement persiste, Bombay reste une ville de bureaux, d'immeubles chics et de bidonvilles. Ceux qui habitent ces derniers ne sont d'ailleurs pas toujours les plus démunis. Beaucoup de salariés s'y résignent dans une ville où le mètre carré figure parmi les plus chers du monde. À côté d'eux, une population innombrable de sans-abri, sans travail et à peu près sans espoir. Souvent émigrés des régions plus dépourvues, ils affluent à Bombay à raison d'au moins 300 par jour. Ce qui va arriver, à mon avis, c'est un cercle vertueux, un cercle autour duquel les choses vont se construire positivement. Les gens vont gagner plus d'argent, l'économie va s'améliorer, l'État va encaisser plus d'argent en revenus fiscaux, et cet argent pourra être dépensé en faveur de la pauvreté. Une perspective aussi vague, à horizon aussi flou, peut certes sembler quelque peu cynique. La réalité pourtant lui donne un certain crédit. Au cours des 10 dernières années, la pauvreté en Inde a reculé de 36 à 28%. Ajoutée aux autres, cette évolution donne quelques raisons d'espérer.
Premier producteur et consommateur de films à la chute invariablement heureuse, le pays peut enfin croire à un tournant favorable de son destin.